Fidèles soldats du général Leclerc, bon retour sur cette nouvelle vidéo où nous allons faire un focus sur la technologie française toute puissante. Je vais vous parler aujourd'hui de l'EBR 1951 ou de son nom complet, l'engin blindé de reconnaissance, ou encore si vous préférez de l'EBR 76. Il y a un petit changement de format de vidéo, déjà une nouvelle intro, est-ce qu'elle vous plaît? Je vais parler aujourd'hui de l'EBR mais sur le plan historique et IRL, donc dans la vraie vie. Je vais parler de l'EBR dans War Thunder dans une autre vidéo où je vais vous montrer un petit gameplay commenté et avec ça une petite présentation rapide de in-game. Si ce type de format vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou sur Discord. Hop là, la petite auto-promo de placer, ça fait plaisir. Le lien du Discord sera en description comme vous l'aurez compris. J'espère que ça va marcher cette fois-ci les gars, parce que ça fait 40 minutes littéralement que je galère à enregistrer ce discours les gars de 10 minutes. Ça fait 40 minutes que le record ne marche pas. Je vous mets un petit extrait de ce que ma voix ressemble. Voilà mon micro qui fait des siennes. Bref les amis, trêve de blabla, passons directement dans le vif du sujet, à savoir le vif de l'EBR. Si vous le voulez bien, on commencera par le commencement, ou un tout petit peu après, ou alors un tout petit peu après. Revenons 10 années en arrière dans les années 1939 où le premier prototype AM40P ou Panhard 201 est développé par Louis Delagarde pour répondre à la demande de l'armée française qui à cette époque avait besoin d'une nouvelle automitrailleuse légère et innovante. Ce sera lui le prédécesseur de tous les EBR. Pas Louis Delagarde, le Panhard 201 bien sûr. Ce prototype qui n'emporte seulement que 2 membres d'équipage sera ensuite réformé en 1952 et suite à une demande de l'armée française à 2 sociétés, Panhard et Hotchkiss, de commencer à plancher sur un nouveau prototype chacun. L'EBR M212 sera le résultat de la firme Panhard, il sera présenté en juillet 1948 et Hotchkiss présentera le sien en mars 1949. Comme vous avez pu vous le douter dans le nom, en décembre 1949, l'armée adopte l'EBR Panhard. Ce char, un peu atypique, est constitué tout d'abord de 8 roues motrices, 4 pneumatiques et 4 autres dites agricoles en fer. Pourquoi donc avoir adopté 4 roues en fer plutôt que 8 roues toutes pneumatiques qui seraient en plus meilleures pour l'adhérence en tout terrain? Tout simplement parce que, aussi surprenant soit-il, les roues pneumatiques pesaient beaucoup plus lourd, environ 90 kg de plus, ce qui faisait un gain au total de 680 kg, très précieux lorsque l'on veut construire un char léger qui bombarde. Étonnant, non? Pour les remonter et les descendre, l'EBR était équipé d'une centrale hydraulique qui servait aussi pour l'assistance au freinage et à la direction. L'autre principale particularité de ce char est d'avoir 2 postes de conduite, l'un à l'avant et l'autre à l'arrière, et grâce à un inverseur de marche, il pouvait rouler aussi vite d'avant en arrière. Il y a plein d'autres petites subtilités que ce char possède, par exemple les sièges des conducteurs qui étaient fixés sur les parois latérales du char plutôt que sur le plancher, ce qui protégeait les occupants de ces sièges des explosions des mines en particulier. La plupart des chars modernes d'aujourd'hui utilisent encore cette méthode. Donc cette méthode justement a porté ses fruits en Algérie où l'EBR a beaucoup servi, 27 d'entre eux par exemple ont sauté sur des mines et pas un seul occupant n'a été tué. C'est aussi dû au fait que le blindage des ailes sur les roues sont en tôle non blindée, ce qui a pour effet de faire sauter la roue qui emporte l'aile sans endommager le blindage du châssis. Le maximum de blindage que vous pourrez trouver sur ce véhicule d'ailleurs est épais de 40 mm au maximum. Pour propulser tout ça, la motorisation est assurée par un moteur Panhard de 12 cylindres assurant une vitesse de 115 km/h sur route et une vitesse moyenne de 55 km/h en tout chemin, mais qui avait comme gros inconvénient de se faire entendre de loin et de très fort, ce qui était handicapant sachant que le char léger dans sa définition est fait pour surprendre ses ennemis pour tenter des embuscades. Le moteur n'avait pas d'autre place que sous la tourelle, donc les ingénieurs l'ont pensé tout plat, il ne dépasse pas les 22 cm d'épaisseur. Pour assurer le refroidissement du moteur, il y a une méthode par aspiration et extraction. Il y avait des ailettes situées à l'avant, sous la jupe de la tourelle, qui laissaient passer l'air pour refroidir ce moteur, et un système de ventilation assuré par 2 turbines indexées sur le vilebrequin, tournant 1,5 fois plus rapidement que le moteur. Elle le pulse vers l'extérieur par des ouïes d'extraction implantées sous la jupe de la tourelle arrière. Petit problème, lorsqu'il y avait des réparations à faire en profondeur dans le moteur, il fallait enlever toute la tourelle, car le moteur étant situé juste en dessous, il n'avait pas d'autre choix que de tout démonter. L'engin est équipé de la fameuse tourelle oscillante FL11, très répandue à l'époque dans les chars français, armé d'un canon de 37 mm pour les versions Panhard 201, donc le Panhard du début, d'un canon SA49 de 75 mm pour la version EBR 75,
Et en 1964, les tourelles FL11 montées sur les EBR 1951 sont réarmées avec un canon à basse pression D924 de 90 mm qui prendra plus tard l'appellation de CN90F2. L'armement est complété par 2 mitrailleuses de 7,5 Rebelle en caisse plus une en tourelle. Le BR-75 a eu deux versions, la version 51 et 55. La version 51 était équipée d'une tourelle FL11 et d'un autre canon, le SA-49, contrairement à la version 55 qui lui était équipée d'une tourelle FL10 et avait un canon de 75 mm lui aussi mais différent, le SA-50. Juste ça comme différence entre ces deux versions. Ensuite il y eut le BR-90 équipé d'un canon de 90 mm, d'où son nom, qui permettait de tirer de nouveaux obus que les standards perforants, donc c'est-à-dire les obus standards américaines, les M61. Il pouvait tirer un obus à charge creuse dont je ne prononcerai pas le nom ici de peur de l'écorcher, un obus explosif contenant 953 grammes de tholite ou de TNT, et d'autres encore. On parlait ici, attention, de l'EBR 90, donc de 90 mm. Une autre version existe aussi, l'EBR ETT, véhicule conçu pour le transport de troupes, d'où son nom, engin de transport de troupes, construit entre 1956 et 1957 sur la base mécanique de l'EBR classique. Pour les anecdotes, ce véhicule, démuni de sa tourelle, a aussi transporté le cercueil du général de Gaulle lors de son inhumation le 12 novembre 1970. On a fait le tour de l'EBR en général, on va conclure ici, ça fait déjà pas mal de temps que je tourne cette vidéo. Je le rappelle, c'est un nouveau concept de vidéo, donc je préfère les concepts plus courts, car j'ai remarqué, et moi en premier les gars, que on était plus attiré par les présentations de chars, ou les vidéos en général qui duraient entre 10 et 15 minutes, plutôt que celles qui duraient entre 20 et 25 minutes. Bref, on va conclure ici. Pour répondre à la problématique du début, est-il bon? Pour ma part, je dirais que l'EBR est très bon dans ce pourquoi il a été conçu, c'est-à-dire faire de la reconnaissance. Dans War Thunder aussi, il reste très jouable à son BR, le spot est très efficace contre les teams ennemis, et son canon continue à faire le café, donc que demander de plus? Bon, bien sûr, il a été nerf, hein, je crois qu'il est passé de 3.7 à 4.0 avec l'AMX 13, mais bon, il reste toujours efficace dans War Thunder. Mais ça les gars, on va plutôt aborder, comme je l'ai dit, cette question de War Thunder dans la prochaine vidéo qui sortira bientôt les gars. Si cette vidéo vous a appris des choses, ce dont j'espère, n'hésitez pas à me manifester votre soutien en vous abonnant à la chaîne. Merci beaucoup des 90 abonnés du coup. Sur ce les gars, je vous laisse, bonne soirée ou bonne journée à vous. On se dit à plus sur YouTube les gars. Allez, salut!